Comme vous le savez peut-être, à chaque saison, une nouvelle vague d'animés sort. J'ai en tout regardé 8 œuvres durant cette saison, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de dresser un petit tableau des animés que j'ai suivis. Je tiens avant tout à préciser que je ne spoilerai pas les œuvres, et que tout ce que je vais dire est totalement subjectif et n'est pas forcément représentatif de la qualité d'une série. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ma critique des animés de l'été 2020. Re:Zero saison 2 était ma seule véritable attente de la saison, et je dois avouer que je ne suis pas déçu. La série revient 4 ans après une saison 1 d'une qualité plutôt remarquable, qui suivait Natsuki Subaru, un jeune garçon qui va du jour au lendemain se faire téléporter dans un monde féerique. Il aura alors la particularité de revenir dans le temps à chaque fois qu'il meurt, afin de corriger ses erreurs. Et il faut que je sois honnête, j'adore tout dans Re:Zero. Son rythme, ses personnages, son histoire, sa narration, son humour, ses combats et sa violence, tout est parfaitement géré à la perfection. Je retrouve dans cette nouvelle saison tout ce qui m'avait charmé dans la précédente. De plus, la saison 2 corrige des éléments qui pouvaient déranger des personnes dans la saison précédente, par exemple le fait qu'on ne connaisse rien de Subaru. Au contraire, la série nous montre des nouvelles facettes du protagoniste, mais aussi des personnages secondaires, notamment Roswell, Emilia et Béatrice, qui sont des facettes que, personnellement, j'adore. Ajoutons à cela que la série amène des nouveaux personnages comme Garfield, Regulus et surtout Echidna, qui a soulevé des vagues de hype sur internet. En même temps, ça se comprend étant donné que ce personnage est tout bonnement incroyable. Bref, Re:Zero saison 2, c'est un énorme oui, c'est une nouvelle preuve que cette série est l'une de mes préférées, et c'est surtout un bon 10 sur 10 mérité. J'espère que le prochain animé dont je vais parler continuera sur cette voie. Fire Force est une œuvre suivant Shinra Kusakabe, un jeune pompier dans sa brigade un peu spéciale qui doit s'occuper de torches humaines. La première saison m'avait laissé dubitatif, et ne sachant pas vraiment si j'aimais ou non la série, l'annonce d'une saison 2 ne m'avait fait ni chaud ni froid, mais j'ai tout de même décidé de la regarder. Quelle purge. Je vais commencer par les points positifs, car oui, il y en a. Tout d'abord, Fire Force est très bien animé, les combats sont dynamiques et le sound design travaillé des explosions apporte réellement quelque chose en plus à l'animé. Et c'est à peu près tout. La saison 2 de Fire Force est malheureusement allée de déception en déception et j'ai fait l'impression qu'elle prenait à chaque fois la mauvaise décision. Ce qui me plaisait dans la saison 1 de Fire Force c'était de découvrir le passé de Shinra, de les voir évoluer lui et sa brigade au fil de leur mission et de le suivre des combats avec de réels enjeux. C'est pour ça que lorsque j'ai constaté que la saison 2 s'ouvrait sur un épisode des reines du shopping et une blague sur un vieux pervers sadomasochiste, j'ai compris que ça allait être très long. Alors heureusement, la série a développé son histoire, mais elle a décidé de mettre au centre de l'intrigue Juggernaut, ce personnage nul dont le seul trait de caractère est d'être peureux et qui se contentera uniquement de répéter la même blague en boucle en espérant que ce soit drôle au bout de la 72e fois. Et c'est pour moi le plus gros défaut de Fire Force, l'humour ne marche absolument pas sur moi. Et au contraire, il gâche même certaines scènes, et les blagues ont clairement rendu mon visionnage chaotique, me mettant plus mal à l'aise qu'autre chose. La faiblesse de l'histoire et du développement des personnages sont des défauts minimes comparés au néant sans fond qu'est le fun de Fire Force. Cela dit, la série n'est pas encore finie, il reste 2 épisodes, et elle commence enfin à partir dans un sens qui me plaît, avec les personnages de Joker et de Lisa qui semblent très intéressants. Mais aussi bonne que sera cette fin, elle n'effacera pas toute la purge et l'ennui du début, qui me contraignent à la noter 5 sur 10. On a fini avec les nouvelles saisons, et on peut enfin attaquer le vif du sujet, avec l'une des plus grosses sorties de l'été 2020, The God of High School. La série parle de Jin Mori, un adolescent qui a participé à un tournoi d'arts martiaux qui propose d'exaucer n'importe quel vœu du gagnant. Sauf que l'on s'en rendra vite compte que quelque chose de plus sombre se cache derrière. Et dès le premier épisode, j'ai compris qu'il y avait un problème. On m'a conseillé ce premier épisode en disant qu'il était hilarant, sauf qu'il m'a laissé plutôt indifférent. Ce n'était pas mauvais, mais pas bon au point d'affirmer que c'était déjà le meilleur animé de la saison avec seulement un épisode, comme le faisaient certains. Et puis j'ai continué et mon avis n'a pas changé, si bien qu'arrivé aux 3 quarts de la série, je trouvais The God of High School particulièrement surcoté et je ne comprenais pas ce que les gens trouvaient à cette série. Ça avait beau être très bien animé, je trouvais les personnages creux, les enjeux bancals et l'humour fade. Je détestais particulièrement le personnage de Jin Mori dont la motivation tenait sur un post-it et dont le seul trait de caractère était son humour ennuyeux et redondant, consistant à se rouler par terre en pleurant car il n'avait pas d'adversaire suffisamment fort pour lui. La série n'arrivait pas à allumer en moi la petite flamme de passion qu'avaient allumé les autres animés de sport. Jusqu'à l'épisode 10, qui m'a emporté. L'épisode 10 possède l'un des rares combats avec un réel enjeu et l'un des rares combats dans lequel j'ai réussi à m'impliquer. J'étais vraiment dedans et je commençais à rentrer dans le moule des autres personnes appréciant la série. Et puis épisodes 11 et 12 sont arrivés, certes moins bons que leurs précédents, mais tout de même à la hauteur de ce que j'attendais d'une série comme ça. Alors où j'enregistre, le dernier épisode n'est pas sorti, mais comme pour Fire Force, je garde espoir quant à une agréable surprise. Si la série a pu m'emporter dans son 10e épisode, peut-être y arrivera-t-elle également dans son 13e épisode. Malheureusement, la première partie de la série a beaucoup trop de défauts, étant guidée par un humour faiblard et une narration ne connaissant pas la subtilité, et la note restera à changer, à savoir 5 sur 10. The God of High School aurait pu être une série fantastique si elle avait su s'abstenir de l'humour pour laisser plus de place au développement des personnages et des enjeux, et elle n'a malheureusement pas réussi à me charmer, contrairement à la série suivante. Rent a Girlfriend est une série qui m'impressionne, de par son agilité à mêler les clichés des comédies romantiques à un concept fort. La série suit Kazuya, un jeune garçon qui est désespéré après s'être fait plaquer par sa petite amie et qui décide d'utiliser un service permettant de louer des filles jouant le rôle de petite copine. Ainsi, il rencontre Chizuru Mizuhara, une jeune fille parfaite dont il va tomber amoureux.
Comme je l'ai dit, Rent a Girlfriend est une série avec un concept fort et innovant qu'elle maîtrise parfaitement, ce qui permet d'effacer le fait que chaque personnage soit construit selon des codes très précis, avec notamment la fille timide, la fille parfaite, la stalkeuse et ce personnage qu'on pourrait qualifier de cancer du cul. Même si la série suit aveuglement certains clichés, elle déborde d'ingéniosité et d'idées de mise en scène qui ont su me conquérir et me faire totalement adhérer à l'ambiance générale. Je suis de base pas un très grand fan des RM, et c'est pourquoi j'ai été surpris par l'efficacité de ce dernier, notamment grâce aux personnages qui sont tous bien construits et très agréables. Ah, en passant, j'adore le personnage de Amy, et tout le monde le déteste, et je comprends pas pourquoi, parce que moi je le trouve beaucoup trop bien. En outre, l'histoire est appuyée par une animation au style et aux couleurs d'une beauté incroyable. De plus, Rent a Girlfriend aborde un sujet réel au Japon, à savoir la location de petites copines, et je trouve ça génial. Bref, Rent a Girlfriend est une série maîtrisant parfaitement les codes de son genre et que j'ai adoré au point de ressentir des émotions similaires à ce que j'ai ressenti devant Nisekoi. Cette série a tout le potentiel pour devenir un classique de romance dans quelques années et elle mérite amplement son 10 sur 10. Lapis Light est un animé au synopsis, oui on est plus honnête, à chier. L'histoire tournera autour de 6 groupes d'idoles, Light, Folklore, Konohanawa Otome, Sugar Pocket, Sadistic Andy et Supernova. En plus de chanter, les idoles sont capables d'utiliser la magie. En voyant ça, moi aussi je me suis moqué de la série, mais j'ai décidé de ne pas m'arrêter au scénario et de lui laisser une chance. Et je suis très heureux de m'avoir écouté, car Lapis Light était une série très sympathique. Ce n'est pas le genre de série qui va révolutionner le médium, ni qui va proposer quelque chose d'innovant, et au contraire, Lapis Light est extrêmement basique. Concrètement, Lapis Light suit Tiara, une jeune fille voulant suivre les traces de sa sœur et devenir une magicienne. Elle intègre donc l'école de magie et on va suivre ses galères avec ses nouvelles amies. Cette série est tout simplement un condensé de bonne humeur devant lequel on se pose tranquillement afin de passer un bon moment devant une histoire guidée par des personnages simples mais attachants. Les musiques sont vachement cool et malgré le fait que l'animation des concerts soit particulière, je n'ai pas goûté mon plaisir à chaque phase musicale, d'autant que le haut nombre de groupes offre ainsi une diversité de styles très agréable. Pour moi, Lapis Light est une bonne série, réussissant à alterner suffisamment agilement entre les phases calmes lorsqu'elle développe ses personnages et les phases dramatiques lorsqu'elle a besoin de poser ses enjeux. Et finalement, Lapis Light a réussi à m'impliquer dans un projet dont je me moquais à la base. L'anime m'a fait rire grâce à ses blagues, m'a surpris grâce à ses phases d'action, m'a ambiancé grâce à ses musiques et m'a ému grâce à ses personnages, jusqu'au dernier épisode qui a totalement sublimé la série. Le seul véritable problème que je trouve est le fait qu'à force de vouloir être un nid à personnage, la série peine à développer correctement, et c'est un peu dommage car la plupart fort intéressants passent ainsi à la trappe. Dieu de son 7 sur 10, Lapis Light n'a certes pas la meilleure note de la saison, mais reste pour moi la petite perle de bonheur de l'été 2020. De l'autre côté, on a Décadence, un animé se passant dans un monde dans lequel les humains luttent contre des monstres appelés Gadol à l'aide d'une forteresse appelée Décadence. On suit Natsume, une jeune fille guidée par son envie d'aller à l'extérieur pour se battre et qui va rencontrer Kaboraki, un adulte réaliste sur le monde qui l'entoure. Ensemble, ils vont bouleverser l'avenir du monde. Décadence, c'est un animé qui est extrêmement divisé pour une raison très simple, il prend des risques. Le premier épisode est extrêmement basique, il contient tout ce qu'on pourrait attendre d'un animé comme celui-là. Une héroïne légère, enjouée et attachante qui se fait embêter par un personnage secondaire, un monde post-apocalyptique bien foutu et un combat vraiment cool montrant les mécaniques de l'animé. Les gens adoraient et tout allait bien, jusqu'à épisode 2 qui a, soyons honnêtes, un peu foutu la merde. En effet, le second épisode apporte la problématique de l'univers parallèle, que je ne développerai pas pour des raisons évidentes de spoil, mais que la plupart des gens n'ont pas compris, n'ayant pas réussi à faire le lien entre les deux mondes. Ce qui fait que la plupart des personnes ont arrêté la série, ce que je trouve particulièrement stupide en fait. Pourquoi arrêter une série sous prétexte qu'on ne la comprend pas sans lui laisser le temps de se développer, surtout lorsque la série se développe comme Décadence l'a fait, car oui, Décadence est très bien foutue. J'avais très peur que la série manque d'enjeux dû à son univers parallèle, et pourtant elle a utilisé d'une façon très ingénieuse, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas écrit n'importe comment. Décadence n'est pas le genre d'animé qui brillera par ses combats ou sa technique, mais par son scénario, un peu comme l'avait fait à l'époque Dr Stone. L'animé a un concept fort et l'utilise avec une efficacité digne de son réalisateur, Tashikawa Yuzuru, qui nous a déjà offert des trucs très cool. Ajoutons à ça les points d'humour maîtrisés qui ne font pas du tout tâche à la série et qui n'empiètent jamais sur les scènes dramatiques et l'on obtient une œuvre particulièrement réussie, surtout dans son dernier épisode qui m'a totalement cloué au siège. Je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas aimé Décadence, mais je suis personnellement conquis et c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Pour finir, on peut dire que Décadence est une série qui en a époustouflé certains, qui en a déçu d'autres, mais qui a surpris tout le monde. Si je vous parle d'une équipe de Power Rangers qui se battent tout nus contre des mantes religieuses voleuses d'énergie sexuelle, vous allez probablement penser à Doku Hentai X Zeros, qui est le 7ème animé que j'ai vu. En lisant ce synopsis, je me disais que j'allais pouvoir avoir un bon nanar et que j'allais rire devant la débilité de la série. Eh bien, même pas. Je ne pensais pas voir un jour une œuvre qui me plongerait dans un espoir aussi profond. Moi qui m'attendais à rire ou à me moquer, je suis tombé sur une œuvre qui m'a plus mis mal à l'aise et plus ennuyé qu'autre chose. Tout est incroyablement raté, mais dans le mauvais sens du terme, si bien qu'au bout de quelques épisodes, il était impossible pour moi de m'en moquer. La série est d'un ennui et d'une mollesse incroyable. Les personnages sont tous plus inintéressants les uns que les autres, l'humour ne marche absolument pas, l'anime parvient à être parfois très beau comme très laid, les combats sont rushés, et stop! Je n'aborde pas la série de la bonne façon. Doku Hentai X Zeros est une série à regarder pour son ecchi, donc je vais me concentrer sur le ecchi.
c'est de la merde. Je ne suis pas contre l'idée de mettre un peu de ecchi dans un animé, ça peut toujours apporter un plus, mais là le ecchi est basique, ennuyeux et tellement surabondant que ça en devient vomitif. J'ai l'impression que la série essaie de faire comme Shimoneta, en créant un concept décalé afin de justifier son ecchi, ce qui est en réalité le seul truc positif. Car oui, malgré le fait que j'ai regardé toute la série, passant outre la faiblesse d'histoire et le ecchi gavant, je n'ai pas réussi à trouver un autre point positif. La seule option envisageable est que je ne suis pas le public visé, mais malheureusement je l'ai regardé et je ne peux donner qu'un 1 sur 10 à l'une des pires séries que j'ai pu voir. Et je suis très content de passer à l'anime suivant. Ou pas. Monster Musume no Ochasan se passe dans un monde où les monstres et les humains cohabitent et suit le docteur Glenn, un médecin qui effectuera différentes opérations. On m'a présenté cette série comme un ecchi zoophile, et sur le coup je me suis dit non, c'est pas vrai, et du coup je suis allé voir par curiosité. Autant pour Lapis Relate, je suis heureux de m'avoir écouté, autant pour Monster Musume, comment dire. Disons qu'après avoir vu les 3 premiers épisodes, je pensais sincèrement arrêter, tant les métaphores sexuelles m'écœuraient. Mais vu que je suis quelqu'un de consciencieux, j'ai continué, et à mon grand soulagement, le ecchi s'est nettement calmé, j'ai pu pleinement profiter de la série. Honnêtement, la série n'est pas géniale, c'est le genre d'animé qui s'oubliera rapidement dans quelques années, mais j'ai tout de même été agréablement surpris à certains moments. Cela dit, les personnages sont dans l'ensemble pas forcément très intéressants, j'en ai aimé certains autant j'en ai détesté d'autres. Et l'histoire ne m'intéressait pas franchement, ce qui fait que j'ai continué la série dans l'unique but de voir le visage de Skadi, but que j'ai par ailleurs réussi à atteindre. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas grand chose à dire sur la dernière série, et la vidéo se faisant probablement longue, je vais m'arrêter là en lui attribuant la note de 3 sur 10. Avec une moyenne de 6,125 sur 10, on peut dire que ma saison de l'été 2020 a été mitigée, entre pure réussite et échec total. Je reprécise une nouvelle fois que cette vidéo est totalement subjective et que ce n'est que mon avis. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos.